Bonjour Johan. Bonjour Marie. Eh bien, nous sommes à Bugarache, Tout à fait. sur ton lieu de vie que tu es en train de rénover. Voilà, comme l'a dit ton compagnon, c'est un paradis en chantier. Avant Voilà, d'être enchanté, il est en chantier. il est en chantier, voilà. Et donc, je suis venue te rencontrer parce que tu vas nous parler de l'alimentation multidimensionnelle. Alors, toi, tu t'intéresses à tout ce qui permet l'ascension de l'être. C'est ça, Voilà, tout à fait. Ouais. voilà. Et du coup, ma première question, ça serait qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressée à la nourriture dans cette dynamique d'ascension? Oui, alors la nourriture, c'est venu il y a déjà presque, bon je compte plus, mais 8 à 9 ans environ, quand mon chemin de vie s'est ouvert sur la spiritualité et l'énergie. À l'époque, je faisais beaucoup de sport, j'en faisais quasiment tous les jours et je jouais au rugby. Et en même temps, je suivais un chemin initiatique, donc je devais m'alléger vibratoirement. Et donc j'avais remarqué tout simplement que changer mon alimentation, déjà pour moi dans le sport ça me permettait d'être plus performant. Aujourd'hui c'est plus du tout la recherche actuelle de performance, mais vraiment d'éviter plein de petits bobos, de tracas. Et puis c'est allé de plus en plus comme cela, et au fur et à mesure que je changeais mon alimentation, je me sentais aussi plus conscient dans mon rapport à la vie et plus inspiré. Et ça, pour moi, ça a fait beaucoup de sens. C'est vraiment la connexion entre l'aliment, ce dont on se nourrit, et la connexion au corps et à l'esprit. Pour moi, il n'y a pas de séparation entre les deux. On peut être vraiment très connecté au monde spirituel, à la terre, en ayant une alimentation comme Monsieur Tout-le-Monde, parce que c'est l'ouverture du cœur qui compte avant tout dans toutes nos connexions spirituelles. Mais c'est aussi très important l'alimentation, et c'est un peu notre carburant de tous les jours. J'ai un ami qui une fois m'a dit « Johan, prête-moi les clés de ta voiture, je vais faire un tour avec ta voiture ». Alors je lui dis « Ok, si tu veux, je te les prête ». Et il me dit « Ta voiture, c'est quoi? Elle consomme quoi? De l'essence ou du diesel ?» Et je lui dis « Du diesel ». « Bon, écoute, je vais faire un tour et je vais te mettre de l'essence ». Je dis ça va pas Gino, tu vas me casser le moteur, je te la prête pas. Il me dit ouais mais pourquoi tu veux pas que je mette de l'essence dans ton moteur diesel alors que par exemple tu serais prêt à prendre une sucrée ou quelque chose comme ça. Bon, en fait on fait des choses avec les objets extérieurs de la vie de tous les jours qu'on fait pas avec notre corps et inversement. Et en fait ce point il traduit l'extériorité et le matérialisme de l'être humain à l'heure actuelle. Et voilà, et du coup, mais c'est ça que j'ai envie de partager, c'est comment l'aliment permet vraiment d'ouvrir notre champ des possibles. Et donc du coup, ça serait effectivement de mettre le bon carburant pour permettre à notre corps de fonctionner dans son plein potentiel. Exactement. Là, je lisais encore des articles récemment sur un peuple qui s'appelle les Hunza, qui vivent dans les contreforts de l'Himalaya. Alors les Hunza, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des gens qui vivent qui vivaient parce qu'ils sont un peu rattrapés par la société maintenant et tout ce que ça engendre, mais qui vivaient jusqu'à 120, 140 ans, sans problème, en parfaite santé, qui avaient des enfants, je crois, jusqu'à 90 ans environ. Et ils étaient très dynamiques. Par exemple, quelqu'un de 90 ans, il pouvait paraître 40 ans de moins. D'après les écrits des personnes qui les ont rencontrés, il y a eu beaucoup de scientifiques qui ont fait des recherches aussi sur leur mode de vie. Et une des pièces, un des aspects fondamentaux de leur mode de vie, c'est l'alimentation. C'est-à-dire, ils se nourrissent principalement vegan ou de fruits, d'oléagineux. Ils boivent de l'eau pure qui est issue des sommets de l'Himalaya. Et l'eau, c'est vraiment aussi notre carburant principal parce que, voilà, un bon exemple. Parce que c'est vrai que si on interroge quelqu'un dans la rue, on va dire quel est ton carburant principal, il va nous dire c'est l'alimentation. En règle générale, ça se passerait comme ça. Donc l'être humain aujourd'hui, il se focalise sur l'alimentation dense et physique, les fruits, les légumes, les céréales, etc. Mais en fait, on a beaucoup d'autres sources d'alimentation. L'alimentation physique, c'est pas du tout la première et la plus importante. On a d'autres sources d'alimentation qui sont l'eau, l'air qu'on respire, les rayons du soleil et également le prana. Ça, on va y venir un peu plus loin. J'ai envie de commencer d'abord par la nourriture physique avant de s'élever vers la lumière. Voilà.
Mais tout ça, c'est important et ce peuple des Hunza, ils vivent très longtemps et en parfaite santé parce qu'ils ont un équilibre des éléments naturels dont ils se nourrissent au quotidien. Et eux, ils sont dans la conscience de toutes ces formes d'alimentation. Alors, je ne connais pas encore ces quelques articles seulement que j'ai lus sur Internet, mais j'ai commandé un livre en plus pour m'intéresser plus à eux. Mais j'ai pas encore, je ne peux pas te répondre là aujourd'hui. Mais en tout cas, sur la base physique de leur mode de vie, c'est très très intéressant. Et je pense que ça peut inspirer beaucoup de gens à se reconnecter à la terre et à leur corps. En tous les cas, moi, dans mon expérience, je me suis vraiment rendu compte que l'alimentation solide, c'était même la dernière forme de nourriture. C'est presque un leurre, presque une illusion. Voilà, parce que l'eau, par exemple, l'eau des Hunza, ce qui a été découvert, c'est qu'elle favorise les échanges intracellulaires et donc elle permet une meilleure absorption des vitamines et des oligo-éléments. Tout simplement, donc on peut se nourrir de très bons aliments, mais l'eau, ça va être le support, la matrice d'échange de ces aliments. Et donc, en fonction de la qualité de l'eau qu'on boit, eh bien, les échanges cellulaires se feront de différentes qualités. Tout simplement. Et dans les nourritures, est-ce que tu pointes aussi ce que j'appelle les nourritures psychiques, émotionnelles et psychiques? Alors, oui. Est-ce que tu peux me préciser un autre? Parce qu'il y a deux sens dans la nourriture psychique. Là, il faut bien faire la différence. Ce n'est pas du tout se nourrir des émotions des autres ou de l'énergie des autres. Ça s'appelle le vampirisme. Mais par contre, ce qui est très important, c'est la qualité des émotions, la qualité de notre psyché, de nos croyances, de la structuration de notre corps mental qui est au service de la lumière. Et bien sûr, ça fait du sens. D'ailleurs, je te partage et puis je vous partage aussi les messages que je reçois actuellement dans l'écriture d'un livre sur ce sujet. Je les ai écrits hier, hein, donc c'est tout nouveau. C'est-à-dire que si on compare nos corps, le corps émotionnel et le corps mental au corps physique, et bien en fait, par exemple, le corps mental des êtres humains, il est obèse. Parce qu'on est beaucoup trop dans le mental en Occident. Et les êtres de lumière, l'idée qui m'est venue, c'est de mettre un anneau d'or, comme on met un anneau gastrique autour de l'estomac. Oui, on est obèse du corps mental, alors ça, ouais, super expression. Parce qu'on est, voilà, tout à fait, c'est les guides, et puis bon, à l'intérieur de moi, c'est venu comme ça, mais parce que notre mental, il prend beaucoup trop d'importance, on le nourrit beaucoup trop. Il est surchargé. Il est surchargé. Surpoids, tout à fait. Donc, on propose de mettre un anneau gastrique, un anneau d'or. Celui-là, il pose aucun problème, parce que l'anneau gastrique à l'estomac, je ne crois pas que ce soit forcément très bon, mais simplement pour arrêter de nourrir notre mental, qui se développe et qui amène l'être humain dans des illusions. Et qui se développe au détriment d'autres corps, du coup. Voilà, au détriment d'autres corps. Le corps émotionnel, par exemple, eh bien, comparé au corps physique, c'est à l'identique. C'est-à-dire que ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et inversement. Donc le corps émotionnel, il est rempli de failles. Il est poreux comme notre intestin, il est poreux. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de... Même nous encore, moi je sais que j'en ai encore, mais dans la masse, on en a tous des problématiques émotionnelles. Et ça crée des failles dans notre corps émotionnel et ça crée aussi des attachements vis-à-vis de la nourriture. Et tant que ces attachements ne sont pas réglés, on va être attiré par des produits qui ne sont pas forcément de bonne qualité et qui desservent notre corps. Hein, tout à fait. D'ailleurs, en général, je dis que ce sont la nourriture physique. Elle sert souvent à anesthésier nos émotions, celles qui ne sont pas justement, qu'on ne veut pas accueillir, qu'on refuse d'éprouver dans notre corps. Ça nous permet de nous anesthésier. C'est ça, là je suis tout à fait d'accord. Hein. Je pense que vu que tu es sur ce chemin de l'alimentation consciente et vivante, c'est vraiment ça, c'est l'alimentation nous anesthésie et nous fait fuir la réalité telle qu'elle est. C'est parce qu'on ne veut pas voir des choses. Voilà, ça nous met des filtres. On n'est pas prêt à percevoir la lumière, à guérir nos failles et donc on se leurre à travers des aliments. Et on trouve des excuses en disant oui mais c'est normal de manger des protéines, c'est normal de manger tel aliment. Mais on peut plus se leurrer aujourd'hui dans l'ascension, on ne peut plus croire à des choses qu'on nous a répétées, que la société nous a... Alors quelles sont tes découvertes à toi dans ton expérience au niveau de des nourritures du corps? Qu'est-ce qui est ok pour toi, qu'est-ce qui est physiologique pour le... Ce qui est physiologique, je dirais plutôt les fruits et les plantes principalement, avec tout ce qui est noix et graines également. C'est-à-dire que ça correspond à notre anatomie telle qu'elle est aujourd'hui humaine. En tout cas, c'est-à-dire qu'on n'a pas la même longueur d'intestin et le développement de certains organes comme peuvent l'avoir les carnivores
ni même au niveau des ongles, des dents. On n'est pas fait pour déchiqueter de la viande et voilà, on n'est pas des carnivores. Donc déjà, ça c'est une première erreur. Donc les fruits, vraiment, très, très important, et aussi les plantes sauvages. Pour moi, j'essaie de prendre chaque jour des plantes sauvages. Déjà, c'est une nourriture qui est gratuite, qui est abondante. Je me suis évertué à faire, et je m'évertue ici à faire un jardin potager, mais avec les plantes sauvages, il me suffit d'une balade d'une demi-heure pour se faire vraiment un véritable festin et quelque chose de très nourrissant et nutritif. Et ça, c'est souvent méconnu. Mais du coup, toi, tu proposes de l'accompagnement aussi dans ce sens-là, donc on y reviendra après. Mais... Voilà, dans les stages, je suis en train de me former, il y a souvent un ami qui vient dans les stages, qui lui est vraiment spécialisé dans les plantes sauvages depuis 10 ans, mais je ne sais plus exactement combien. Mais on fait des balades botaniques et les repas qu'on prépare sont en partie composés des plantes sauvages. Parce que moi j'avais entendu qu'il y avait les plantes, il y a aussi, je ne sais pas si tu t'intéresses aux feuilles des arbres, parce qu'il y a beaucoup de nourriture dans les arbres. Tout à fait. Et là, j'en consomme beaucoup des feuilles des arbres. C'est quelque chose qu'on ne nous a pas appris à l'école, que mes parents ne nous ont pas forcément dit de consommer des feuilles des arbres. On aurait peut-être été enfermés dans une chambre ou dans un asile, ça peut... Non, je rigole, mais bon, c'est vraiment des clichés qui sont encore présents. Mais effectivement, les feuilles des arbres sont très comestibles, tout à fait. C'est vraiment une nourriture qui nous apporte beaucoup d'oligo-éléments, de vitamines et aussi certaines substances qu'on appelle des ormes. Alors ça fait partie d'une de mes découvertes sur l'alimentation vivante qui m'a amené au prana ensuite. C'est-à-dire qu'il y a toute une classe de métaux, de matériaux supraconducteurs dont l'or fait partie, les métaux du groupe platine. C'est des noms un peu chimiques, ça s'appelle le ruthénium, le rhodium, et que j'ai consommé via des substances alchimiques. Et en recherchant après sur internet et dans des livres, j'ai découvert que ces substances, qui sont présentes aussi dans la nature et dans les plantes et les feuilles des arbres, accélèrent le passage de la lumière et de l'information dans nos cellules. Et tout ça, c'est connu des alchimistes depuis de nombreux siècles et millénaires. Toutes les préparations à base d'or, d'argent et d'autres métaux du groupe platine notamment. Mais vraiment, c'est le support des interactions entre la lumière et notre ADN. Et ça, je peux dire que c'est vraiment d'une grande aide pour assimiler davantage de lumière. Dans les plantes sauvages, il y a aussi la chlorophylle. La chlorophylle, c'est ce qui permet de synthétiser cette lumière solaire. Et on a aussi d'autres éléments comme le silicium, ce qui permet aussi les interactions avec nos cellules du corps et qui favorise les mutations, les transmissions biologiques dans notre corps. Et dans l'alimentation qu'on pourrait trouver au supermarché, qui n'est pas forcément biologique, tout ça, ces minéraux, ces oligo-éléments, ils ne s'y trouvent pas. Alors que dans les plantes sauvages, on le prend directement. La plante sauvage est riche en prana, riche en oligo-éléments, riche en silice, en silicium. Et donc, ça nous permet vraiment de manger moins et d'avoir plus d'énergie. Et ça, c'est quelque chose d'important. Ok. Et dans les fruits, alors, parce que moi je me nourris essentiellement de fruits, et donc souvent les gens oublient que les tomates, les courgettes, les olives, tout ça, les avocats sont des fruits. Oui, au niveau botanique, oui, ça pousse hors sol, les tomates, mais tous les aliments dont tu viens de citer, c'est aussi très bon pour nous, pour le thème de l'aliment. Parce que qui dit fruit ne dit pas forcément sucré. C'est que, voilà, oui. C'est ce que je voulais pointer. Ouais, après, je ne suis pas un botaniste expert et je ne connais pas toutes les classes, ce qu'on met dans les fruits ou pas les fruits, mais effectivement, tout ça, c'est important. Et puis, c'est très bon. Et puis, c'est très bon. Là, on a plein de tomates, elles sont chauffées par le soleil, c'est délicieux. Okay. Donc ça, c'est pour les nourritures du corps. Ensuite, alors Ensuite, on a parlé un peu de l'eau, il y a quelques minutes. Un autre élément, c'est l'air. C'est l'air qu'on respire. Mais juste avant de parler de l'air, revenons-en à l'eau, parce que en fait, qu'est-ce que tu préconises pour la consommation de l'eau? Oui, alors ce que je préconise, c'est d'aller vivre dans des endroits où l'eau est pure et d'aller la prélever directement à la source. Ça, c'est
c'est la chose la plus naturelle qui soit à faire et la chose qui me paraît la plus juste. Là, on habite à Bucarache, donc on a des sources, on a la chance d'avoir des sources d'eau, même dans chaque village, et qui sont issues directement des collines ou de la montagne. Pour moi, ça, c'est ce que je préconise. Donc, après, je sais qu'il y a pas mal d'installations, d'osmose inverse, etc. Je crois que c'est bien déjà de filtrer effectivement toutes les particules chimiques qu'il y a dans l'eau du robinet, parce que ça crée des perturbations des glandes et ça nous limite franchement. Et qu'est-ce que tu penses de l'eau bouteille? De l'eau en bouteille? Ouais. C'est-à-dire en bouteille plastique? Ouais, bouteille plastique, parce que ça se vend beaucoup. Il y a souvent les gens pensent que c'est mieux de consommer de l'eau de bouteille à la place de l'eau de ville. Et il y a beaucoup de controverses. Moi, j'ai beaucoup entendu. Je m'intéresse, je n'ai pas encore tous les éléments là pour te répondre dans l'instant, mais ce que je fais, et ça m'amène à un point essentiel de l'alimentation vivante et des stages qu'on anime, c'est-à-dire c'est la connexion vibratoire à l'aliment, au clair ressenti. C'est-à-dire que effectivement, on a une belle bouteille ou un bel aliment avec une étiquette dessus, vantant plein de mérites. Bon, c'est une chose. L'important aussi, c'est de se connecter vibratoirement et de voir comment nos cellules réagissent en émettant l'intention de consommer cet aliment. Et on le constate, par exemple, quand un aliment sert notre corps, nos cellules vont avoir tendance à se dilater, ainsi que notre aura. C'est-à-dire qu'il y a un pétillement, une expansion cellulaire en nous. Au contraire, s'il y a quelque chose qui est toxique pour nous, notre aura et nos cellules du corps vont se rétracter. Donc tu vois, il n'y a pas deux types d'eau en bouteille qui sont les mêmes, ni deux types d'eau du robinet, même de sources naturelles. L'important, je crois que c'est vraiment de se connecter vibratoirement aux aliments et de ressentir ce qui se passe en nous. Et ensuite de choisir si on les consomme ou pas. Ok. Alors l'air. L'air. Eh bien l'air, tu vois, on est en pleine nature, c'est en tout cas riche en prana, plus riche que certaines villes. C'est très important, l'air, c'est aussi une de nos premières nourritures, parce que si on essaye de ne pas manger pendant 3 jours, on va y arriver. Si je te propose Marie, de ne pas respirer pendant 3 jours, ça va être plus difficile. Donc véritablement, l'air, c'est une nourriture fondamentale. Et aujourd'hui, en Occident, avec le rythme de vie qui est un peu le nôtre, on ne prend pas le temps de respirer assez. Ouais, c'est vrai. Par exemple, je peux citer l'exemple de la marche afghane. Vous avez ces marcheurs qui peuvent marcher des dizaines, voire même des centaines de kilomètres parfois, sans éprouver de fatigue. Alors que nous, le commun des mortels qui vit dans la société actuelle, va essayer de le faire, sera fatigué, aura des crampes, sera essoufflé au bout de la première montée. Mais tout ça, ça tient justement à l'inspiration, à l'expiration, à la conscience du souffle. Parce que dans l'air qu'on respire, il y a énormément de prana, en fonction de l'endroit où on se situe, bien entendu. Ouais. Et souvent, effectivement, on a une respiration qui est très coupée au niveau du diaphragme. On respire par le haut. Du coup, on n'est pas assez oxygéné. Par la respiration, on est aussi hydraté parce qu'en fait, il y a beaucoup d'humidité qui passe par le... Tout à fait, c'est vrai. Ça, c'est un point qui fait que justement, quand on suit le processus pranique, on a aussi moins besoin de boire parce qu'on assimile l'eau via d'autres éléments, via la peau, via l'air. Voilà. Donc la respiration, c'est important de prendre le temps de respirer dans ce qu'on fait des pauses régulières dans la journée et d'avoir la conscience du souffle dans chaque activité qu'on fait. Si on fait un effort physique, de le faire avec le souffle. C'est la première chose pour moi qu'il est fondamental de reposer, quoi. C'est vraiment la respiration. Respirer. Ouais. Respirer, oui, c'est le souffle de vie. Et là, c'est important aujourd'hui. Alors, dans le nouveau livre qui va sortir, que j'ai écrit, je parle d'oasis de prana, c'est-à-dire revivre dans des lieux qui sont riches en prana, dans l'air qui nous entoure. Ça, c'est très important, ça nous nourrit, ça procure du bien-être, ça allonge la durée de vie. Et oui, parce que voilà, il y a des études qui ont été faites. J'avais lu ça, c'est-à-dire que
on estimait qu'il fallait une certaine quantité d'ions négatifs par centimètre cube ou mètre cube. Je sais plus exactement, peut-être tu le sais. Non, non. Ils ont estimé que c'était environ 1500 à 2000 ions négatifs par, allez, je vais dire centimètre cube. Si je me trompe, ce sera... Ok. Mais ils ont remarqué que dans les villes, il y en avait 10 fois moins, voire 100 fois moins. Dans les nouvelles habitations qui sont des cages de Faraday, il y a peut-être 30 ions négatifs par mètre cube ou centimètre cube. Alors que, voilà, donc c'est 50, 70 fois moins que ce qu'on a besoin. Au contraire, quand on va à la campagne, au bord de la mer, à la montagne, là ça monte, ça augmente. Donc tout ça c'est contenu dans l'air. Donc quand on est dans les villes, on suffoque et on ne prend pas notre dose de prana, d'énergie vitale dont on a besoin à travers la respiration. Et puis il y a tout le stress qui est généré par le bruit, par les lumières, par les lumières excessives, enfin tout ça qui fait que le stress est aussi une nourriture extrêmement toxique qui acidifie énormément le corps, qu'on oublie souvent. Je dis tout le temps, on peut avoir la meilleure alimentation du monde si on ne change rien à nos habitudes. Et le changement, ça passe notamment par rétablir la respiration, justement. Ah oui, ça c'est fondamental. Prenez le temps de respirer chaque jour, de méditer, de faire du tai chi, du yoga, mais quelque chose où on se pose vraiment, où on déconnecte des téléphones, on déconnecte de parler à un ami ou une amie, non, on se prend du temps pour nous et on se centre. Ça c'est fondamental. Voilà, donc on a abordé l'air. Donc alors, on a fait nourriture pour le corps, l'eau, l'air, et donc le soleil. Le soleil. Alors le soleil. Le soleil, la matière est de la lumière condensée, et notamment de la lumière solaire condensée. Donc le soleil aussi, et ça nous nourrit des rayons du soleil à travers notre peau, à travers les aliments dont on mange. On peut se brancher, se connecter de plusieurs façons au soleil. Bon, déjà, c'est de passer du temps en extérieur, simplement pour capter cette lumière solaire dans notre corps, à travers la peau. On constate par exemple qu'il y a des personnes qui ne se sont jamais mis nues au soleil. Et je crois intimement qu'on pourrait guérir beaucoup de cancers de la prostate, des seins, de l'utérus, de toutes les parties génitales de l'homme et de la femme, simplement en s'exposant plus souvent au soleil. Parce que la lumière solaire, c'est une nourriture de guérison également. Mais c'est vrai qu'avec, parce qu'on est devenu de plus en plus sédentaire en fait, et de façon générale, les médecins sont d'accord pour dire qu'on manque, on est une civilisation qui manque de vitamine D. La vitamine D est apportée par le soleil. Voilà. Et le fait, pas forcément de s'exposer au soleil, mais déjà à la lumière et à la lumière du jour, être plus dehors. C'est vrai que c'est quelque chose dont on est en carence aujourd'hui, c'est vrai. Donc voilà, s'exposer à la lumière du soleil. Bon, j'ai fait aussi une pratique qui s'appelle le Surya Yoga, ou le yoga du soleil, peut-être que certains connaissent, c'est-à-dire de fixer le soleil à la première heure au lever du soleil ou à la dernière dans les yeux. Donc on commence, j'ai fait ça il y a quelques années, je crois que c'était 20 ou 30 secondes le premier jour, et on augmente graduellement jusqu'à atteindre 45 minutes au bout de 9 mois. Et ça, c'est une méthode notamment qui a été enseignée au centre du Bonfin du maître Ivanov. Pour ceux qui connaissent le maître Ivanov, c'est-à-dire que tous les disciples, tous les membres de la fraternité se regroupent le matin au sommet de la colline et captent les rayons du soleil. Alors quand on suit ce processus, et d'abord, avant, si jamais vous ressentez que vous avez envie de suivre ce processus, c'est important de bien vous brancher à votre âme, parce que aujourd'hui, avec les problèmes qu'il y a dans la couche d'ozone et les éruptions solaires, il peut y avoir une intensité de la lumière solaire qui peut être nocive. Donc on ne peut plus aujourd'hui se brancher en regardant le soleil fixe dans les yeux sans être vraiment dans la conscience de l'âme et suivre un processus physique tout simple. Bon. Si vous êtes d'accord, à ce moment-là, ça se passe très bien, c'est-à-dire qu'on capte les rayons du soleil à travers ses yeux et on les diffuse dans tout son corps. Et là, nos organes sont régénérés par cette lumière et vraiment c'est quelque chose de magnifique, c'est ce qu'on appelle la solarisation des organes. Et pour l'avoir pratiqué 2 années de suite, je peux clairement affirmer que ça a participé à ce que je vive des périodes de nourriture pranique. Ceux qui suivent ce processus et qui atteignent les 9 mois, en règle générale, leur alimentation a drastiquement chuté. Ils se nourrissent même plutôt de jus.
C'est quelque chose de très naturel parce qu'on est nourri par le soleil, ça nous apporte tellement d'énergie. Et ça, c'est une pratique toute simple qu'on peut faire au quotidien, si on est guidé à le faire, bien entendu. Mais c'est très important, voilà, pour moi, le soleil. Il est formidable, c'est vraiment un modèle d'amour. Et puis on capte aussi beaucoup de choses spirituelles avec le soleil parce que c'est un enseignant. Une fois qu'on est en relation avec le soleil, on n'a plus besoin de lire des livres, d'aller voir un maître. Chaque matin, on a notre maître qui nous délivre des messages, comment devenir un être solaire, et voilà. Parce que toi, tu travailles beaucoup en canalisation. Oui, les messages ils viennent beaucoup en canalisation, ce sont mes guides, mon je suis qui est présent chaque jour pour me guider dans ce que je dois faire, ce qui est important pour moi que je réalise. Et donc voilà, sur ce thème de l'alimentation, ce que je propose comme voie, c'est l'alimentation physique, mais aussi tout ce qui est la connexion au soi supérieur, au soi divin. Et notamment dans ce qu'on appelle le prana, le pranisme. Le prana, ce n'est pas un choix de l'ego, c'est un choix de l'âme. Il y a certaines personnes qui ont envie de faire le prana, de se couper de nourriture, parce qu'ils ont lu un super livre, ils ont vu un reportage, ça paraît magnifique. Et allez, on a envie de faire comme les autres, on a envie d'être un initié spirituel de haut rang, et on a envie de le prouver aux autres, et voilà. Mais par contre, si on se place dans ce positionnement, on n'a pas l'accord de notre âme et donc on est dans la dualité. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir se couper de nourriture physique pendant 3 semaines, 1 mois, allez 40 jours. On va faire un stage, machin. Et après, on va tout de suite remanger beaucoup. Parce que justement, quand on est dans la dualité, on met une force dans un sens, et pour sortir de la dualité, il faut qu'il y ait une autre force dans l'autre, parce que la dualité est aussi équilibre. Donc on va être tout le temps dans ce basculement. Donc si on a envie d'aborder l'alimentation physique et le prana, c'est important d'être connecté à son âme. Celle qui va nous dire quels sont les bons choix au quotidien, de nourriture ou pas. En fait, quand on est dans la dualité, on est coupé de parts de soi et que l'état pranique était un état unifié. Exactement. Et donc il s'agit de prendre en compte toutes les parts de soi, d'accueillir toutes les parts de soi. C'est ça. Et effectivement, moi je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de gens qui partaient dans le pranisme comme étant la réponse à tous les problèmes. Mais en fait, comment dire, non seulement ça l'est pas, mais c'est un leurre, et que c'est pas parce qu'on devient pranique qu'on est éveillé ou qu'on vit une ouverture du cœur ou quoi que ce soit. On peut le vivre effectivement sur un plan très mécanique et un plan très mental, comme on peut le vivre d'une autre façon, c'est-à-dire à partir de l'âme, à partir de l'être, dans un chemin de conscience unifiée, et là c'est complètement différent, quoi. Ouais, voilà, tout à fait. Je crois même qu'on peut pas aborder le prana sans la connexion au cœur et au je suis. C'est ce qui nous permet de se connecter à l'énergie universelle. Le prana avec le mental, c'est une illusion. Il est basé sur les réserves physiologiques du corps. On n'absorbe pas le prana avec son mental. C'est un leurre. On absorbe le prana avec ses nadis, ses chakras, ses cellules, avec plein de parts de nous. Et le prana, c'est vraiment un chemin du cœur. Après, j'ai vraiment envie de dire, c'est ce que j'ai écrit dans le nouveau livre, que le prana, ça peut être la solution à tous les problèmes actuels. Mais par contre aussi, comme tu l'as dit, il faut être prêt. Il ne faut pas non plus, ça ne doit pas être une fuite de l'incarnation, des parties qu'on a à régler encore dans ce monde, avec notre corps physique, les liens de notre famille, etc. Il ne faut pas chercher à vouloir être pranique pour ascensionner et quitter tous les fardeaux qu'on n'a plus envie de regarder, qu'on n'arrive pas à... Je dirais que parce que moi ça a été mon chemin, tant qu'on est fâché avec la nourriture, l'idée c'est que c'est vraiment... Et d'ailleurs moi c'était un chemin de réconciliation avec la nourriture de toute façon. C'est vrai. Et que si on va... D'ailleurs quel que soit le chemin de nourriture qu'on choisit, ça peut être le crudivorisme, le frugivorisme, le véganisme, il y a plein de... Mais, ou le pranisme,
Je veux dire, si on le fait avec des jeux de doigts, il faut parce qu'on est fâché, parce qu'on a des intolérances, parce qu'on a des peurs ou parce qu'on estime que ça c'est pas bon pour le corps, et qu'on clive et qu'on nourrit toujours la dualité en fait, ça ne peut pas fonctionner. Tout à fait, voilà. Il y a des intolérances alimentaires qui sont générées par nos blocages émotionnels, parce qu'on ne tolère pas l'aliment, et donc notre corps répond à nos blocages psychiques et émotionnels. Mais il y a des intolérances alimentaires qui sont produites parce que notre ADN et nos structures humaines ne peuvent aussi plus tolérer d'accepter des aliments qui sont impropres pour nous. Et c'est là où il faut discerner où on se situe. Est-ce qu'on se situe dans le détachement est-ce qu'on se coupe de certains aliments parce qu'on les refuse, on les rejette, ou alors parce que c'est plus notre chemin d'âme. Ça c'est vraiment différent. Et c'est toute la nuance qui est important de faire au quotidien. Alors, on fait aussi cette petite émission pour parler des stages que tu proposes. Donc là, tu proposes 2 stages qui sont les mêmes ou c'est Oui, ça va être deux fois les mêmes stages. 2 fois les mêmes, d'accord. Pour permettre à chacun, en fonction des dates, de venir. Voilà. Donc il y en a un qui se déroule du 26 au 28 octobre, donc ici vers Bugarach. À quelques kilomètres, dans un très charmant lieu à Sougraine, ça s'appelle. Et puis le deuxième qui se déroule, si ma mémoire est bonne, du 30 novembre au 2 décembre. Tout à fait, ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça, voilà. Et ça, c'est... voilà, donc on transmet avec ma compagne les enseignements qu'on a reçus et qu'on vit au quotidien pour équilibrer son alimentation. On appelle ça aussi l'alimentation solaire ou des stages de nourriture solaire, parce qu'on parle à la fois de la nourriture physique, donc ce qui concerne le sol, et la nourriture lumière, l'air. Donc en fait, c'est de la nourriture solaire. Et on s'intéresse, on parle des plantes sauvages, on va en cueillir directement dans la nature, on vit des guérisons, du discernement en tout cas vis-à-vis de ce qui nous attache à la nourriture. Et aussi en fonction des messages et de l'énergie du groupe, il y a beaucoup d'enseignements pratiques sur comment intégrer le prana. Mais tous les stages se déroulent vraiment en conscience dans ce qui est juste pour le groupe. Donc on peut très bien aborder beaucoup plus l'eau dans un stage ou la respiration. C'est vous qui faites le stage. Je suis qu'un intermédiaire. Et on t'adaptes aux énergies qui sont présentes, aux gens qui sont là, aux besoins qui émergent, etc. etc. Et ça se fait dans cette magnifique région du Bugarach, qui est aussi un puissant vortex. On va à travers les sites sacrés. J'aime beaucoup aussi aller dans la nature et sur les sites sacrés, parce que les sites sacrés sont des révélateurs de qui nous sommes. Et c'est bien aussi d'être dans la nature, si on parle du prana, pouvoir le respirer, le toucher, le sentir, être en connexion totale avec ces énergies. Voilà. Le prana, vous pouvez le capter partout. Hein. J'ai envie de dire, vous pouvez être dans une cellule de prison, dans une cage de Faraday, vous arriverez à vous nourrir de prana parce que le prana, il est issu du cœur. Bah oui, il est partout. Après, ce qu'on propose, c'est de se retrouver dans des beaux endroits de la Terre aussi pour partager dans la nature, parce que je pense que c'est ce qui nous fait vibrer aujourd'hui, de se recharger de ces belles énergies. Aussi, se reconnecter avec la nature, avec notre nature et donc avec la nature. Voilà. Donc alors dans ces stages, j'ai vu que tu proposais de la nourriture crue. Ces stages, voilà, on propose que de la nourriture crue pendant les stages. Parce que le cru, on n'est pas obligé, c'est pas forcément... j'ai remarqué comme que ça accélère les phénomènes de passage de la lumière et de l'information, en tout cas, d'après mon expérience. C'est pas une vérité en soi. Hein. On peut très bien accélérer son taux vibratoire en consommant une soupe d'ortie ou autre chose. Il y a plein de chemins, mais en tous les cas, c'est un chemin qui... Voilà. En tout cas, pendant 3 jours, pour se déconditionner de l'alimentation chaude. Et on prépare des très bons plats. C'est ma compagne qui les prépare. Et en plus, elle crée des mandalas avec l'alimentation. Donc des tartes salées, des tartes crues et délicieuses. Le cru, c'est quelque chose qui procure un réel plaisir. C'est un cliché qu'on aurait pu avoir, de dire le cru, ça va être fade, amer. Voilà, je vais m'embêter. Pas du tout. Et puis le cru, c'est pas forcément froid. On peut manger cru et chaud.
Oui, jusqu'à une certaine température. Oui, Ouais, c'est-à-dire voilà. que moi je sais que quand je me fais des soupes, enfin je me faisais parce que j'en fais plus trop, mais si je suis amenée à me faire, tu peux broyer par exemple, je sais pas moi, des épinards ou des D'accord. champignons avec de l'eau chaude Oui, à oui, je 40 vois. degrés. Ouais, voilà, ouais, ouais. Et pouf, tu la bois tout de suite, du coup Oui, c'est chaud. bon, on propose du cru, à moins qu'il fasse moins de 10 degrés, qu'il neige, on se préparera de bonnes soupes d'ortie, vous inquiétez pas. Mais en règle générale, on a une belle arrière-saison. Et voilà. Donc nourriture crue, et puis balade, découvert des plantes sauvages, c'est Découverte ça? des plantes sauvages, enseignement sur tout ce qui constitue l'alimentation vivante et aussi beaucoup de travail sur le clair ressenti sur l'alimentation. Alors oui, voilà, j'oublie ça, je le mets en dernier, mais c'est vraiment ce qui m'anime et ce qui est le plus important. On fait ça régulièrement lors des stages. Je vous dévoile un peu la pratique, Ouais. la pranique, Ah oui. pourquoi pas. C'est que j'aime mettre des sacs, cacher des aliments dedans, que les gens, les participants ne les voient pas. Et ils se connectent aux 4-5 aliments et je leur pose des questions. Est-ce que l'aliment, est-ce qu'il décale le champ? Est-ce qu'il ton champ vibratoire? Est-ce qu'il va l'expanser ou le réduire? Première question. Est-ce qu'il contient des OGM? Est-ce qu'il contient des pesticides? Est-ce qu'il est bon pour moi de l'assimiler ici et maintenant? Voilà. Et parfois d'autres questions qui viennent dans l'instant présent. Mais cette pratique, elle est toute simple. C'est pour apprendre à avoir du discernement et ne plus se faire leurrer par des produits même bio. J'ai des exemples de produits dont on vante les mérites, mais en fait qui sont très toxiques. Et ça, si on croit les étiquettes, on peut s'empoisonner. Réellement, ça je le partage aussi dans les stages, c'est vraiment apprendre ces techniques pour pas s'illusionner. Voilà. Mais par exemple, oui, voilà, bon, je ne vais pas citer de nom, mais ça va se faire à chacun. Mais effectivement, tout ce qui est les compléments alimentaires, ils n'ont pas forcément du tout les vertus qu'on leur prête. Et c'est beaucoup plus efficace de se nourrir d'une plante sauvage. Et on va se sentir beaucoup plus rechargé. On gagnera du temps, on gagnera de l'argent. Voilà, ça c'est important. Oui, souvent les compléments alimentaires, il y en a qui en font leur mode d'alimentation, mais en fait c'est éventuellement pour accompagner une guérison, mais tant qu'à faire, autant être dans la prévention et puis, effectivement apprendre à se nourrir autrement, quoi. Et oui, et puis le mode de préparation des compléments alimentaires dénature ou intoxifie le complément. Ça c'est très important de le savoir. Ce sont pas tous comme ça, mais on a des préparations à base de spiruline, d'autres d'or monoatomique ou d'argent colloïdal qui, voilà, je suis désolé, mais ils me faisaient pas du tout vibrer et via ces pratiques, parce que j'ai mes ressentis, mais également ce qui est intéressant, c'est que les participants, ils se rejoignent souvent sur les mêmes informations qu'ils reçoivent à l'aveugle. Donc ça, c'est important. Tout à fait. Et j'avais fait une émission avec Claire Chanu qui s'intéresse beaucoup à la question des graines, et notamment des graines qui ne sont plus reproductibles aujourd'hui et qui ont de ce fait une incidence sur le vivant d'une façon générale, mais sur les qualités nutritives. Jusque dans les huiles essentielles, tout ce qui va être vendu en complément alimentaire à base de plantes qui sont dénudées en fait de leurs vertus thérapeutiques, puisque à la base la graine a été trafiquée. Tout à fait, voilà. Bon, ça c'est encore un autre sujet, c'est le domaine des graines, les graines anciennes, les graines nouvelles, OGM, pas OGM. Mais voilà, comme tu le dis, effectivement il y a des produits à base d'huile essentielle qui sont très bons. Il y en a d'autres qui ne le sont pas. Et pourtant, ils sont vendus en tant que prenant 1000 vertus. Et ça, c'est important aujourd'hui de ne plus se faire leurrer parce que l'ascension, le nouveau monde, c'est aussi la levée des voiles et des illusions. Donc, c'est important de savoir qu'est-ce qu'on mange. Et pour ça, on ne peut pas tromper un médium. On ne peut pas cacher quelque chose à un médium. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qu'on enseigne, c'est la connexion vibratoire aux aliments. Super. Et parce que aussi chacun, par exemple, je vais te proposer des feuilles d'épinards ou des orties. Pour toi, ça va te faire vibrer. Pourtant, c'est quelque chose de très sain qu'on peut cueillir ici. Mais pour moi, ça ne va pas me faire vibrer. Pourtant, un nutritionniste nous dirait, mais oui, tous les deux, vous pouvez en manger, allez-y. Tout simplement parce que dans notre corps, on n'a pas à le manger pour divers ingrédients, diverses choses, des processus biologiques ou de l'âme. Et donc, quand on est conscient de ces cellules, on fait le bon choix à chaque instant.
Je dis pas que c'est un chemin facile, j'arrive pas encore à tout le temps à le faire, pour plein de raisons, propres à l'incarnation, on a encore tiraillé dans des sens et d'autres, mais quand même de l'implanter au quotidien, c'est très efficace. Okay. En tous les cas, si vous êtes intéressé par les stages de Johan, eh bien vous avez le lien de la billetterie qui se trouve juste sous la vidéo. Voilà, donc alors j'avais envie de parler un petit peu de ton livre parce que Johan a écrit un livre qui s'appelle Oasis de lumière, le plan de la nouvelle Terre. Tu nous en dis quelques mots? Oui, bon, on refera une autre vidéo parce que ça me fait vibrer aussi, mais c'est vraiment comment je veux dire ça, créer des lieux de vie, que ce soit dans la nature, mais aussi transformer les villes avec la conscience nouvelle. Alors, très succinctement, pour comprendre l'essence du projet, c'est-à-dire qu'un éco-village, c'est déjà une très bonne intention. Faire de la permaculture, des plantes sauvages, des habitats alternatifs, c'est magnifique et je vous encourage à le faire. Par contre, quand on souhaite créer un lieu de vie, en groupe ou tout seul, en tout cas en famille, tant qu'on n'obéit pas aux lois spirituelles, ça va clasher, il va se passer quelque chose qui ne va pas fonctionner à un certain moment. Et voilà, tout ce livre, il dévoile en tout cas quelques petites données pour comment fonctionnent ces oasis du Nouveau Monde. Et pour moi, c'est la connexion aux lois spirituelles et, voilà, et au guide qui permet d'être dans la vérité et la justesse de chaque instant. Pour savoir quel est le bon lieu pour mettre sa maison, la permaculture, les dévas de la nature vont nous guider à planter l'arbre au bon endroit, à lui apporter les éléments dont il a besoin, gérer les conflits de l'ego aussi. Voilà, si on fait appel aux maîtres de lumière, c'est eux qui supervisent l'implantation de ces lieux, parce que des fois avec nos parts égotiques, on n'arrive pas à sortir de situation et tout a une raison. Donc, si vous êtes intéressé par ce livre, vous pouvez vous le procurer sur Presse Ministère. Presse Ministère. Et il est édité en auto-édition. Il est en auto-édition, voilà. Presse Ministère. Bientôt sur Amazon. Bientôt sur Amazon. À l'automne, je pense. Ok. Et puis, tu es en train d'écrire un deuxième livre qui s'appellera certainement La nourriture multidimensionnelle. Voilà. Et qui sortira, je pense, au printemps, début de 2019. Bon, bah écoute, merci Johan. Alors, qu'est-ce que tu auras envie de dire, le mot de la fin? F-A-I-M. F-A-I-M. J'adore la langue alchimique des oiseaux. Les nourrissez-vous d'amour, c'est le principal. Voilà, vibrez à l'amour, vibrez à la lumière. Soyez des êtres solaires, à la fois matière et esprit. Voilà, tout ce que je nous souhaite, c'est de pouvoir réaliser cette union dans cette incarnation entre la matière et l'esprit. Et de partager et de co-créer ensemble. Voilà. Merci Johan. Merci. À bientôt. Et donc si vous êtes intéressé par le stage, le lien sous la vidéo. Au revoir. À bientôt.